Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On reçoit Guy Roger, écrivain, on reçoit Patrick Sagani, écrivain et essayiste. La question que je vais poser ce soir, c'est la souffrance d'un peuple, la souffrance du peuple réunionnais. C'est comment cette souffrance est toujours perceptible longtemps après le passé. Quel en est le mécanisme et comment parvenir à s'en débarrasser? La question est sans doute prétentieuse. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Est-ce que vous pensez d'abord, pour dire depuis le Covid, est-ce que vous pensez, parce que je l'ai pensé, est-ce qu'aujourd'hui le Réunionnais a besoin de retrouver ses racines, de retrouver ce qu'il est? Ah oui, absolument. Alors, c'est une lame de fond, comme on pouvait le dire tout à l'heure hors micro, hors antenne. C'est une lame de fond qui concerne toute la planète, mais pour nous, c'est encore plus singulier puisque ce que nous sommes, ce que représente le peuple réunionnais, c'est une équation quasi insoluble depuis qu'on se la pose, depuis en fait la départementalisation, et c'est une réflexion qui est menée depuis les années fin 70, notamment par Monseigneur Gilbert Aubry, et c'est une interrogation sans fin. Parce que c'est une interrogation qui se pose encore dans les rondes causées, dans les débats, les colloques auxquels j'ai pu participer. La question devient lancinante, y compris, et ça c'est plutôt la nouveauté, chez les jeunes. Les jeunes la reposent encore puisqu'ils pensent, ils estiment que en réalité ils sont dans l'expectative, ils ne peuvent pas se définir. Donc j'estime que nous avons en fait des raisons supplémentaires puisque notre identité n'a jamais été une identité enracinée, circonscriptible. C'est une chose sur laquelle finalement on passe notre temps à éprouver des turpitudes, des incertitudes et parfois un vrai pathos. Guy Roger, cette question-là, elle est beaucoup plus philosophique du point de vue que je vais poser. C'est pourquoi l'être humain, à un moment donné, se sent perdu? Je crois qu'il se sent perdu parce que tout simplement, il ne se connaît pas lui-même. Il croit qu'il est ce qu'il a vécu. Et tout ce qu'il connaît, c'est des choses qu'il répète. Au bout d'un moment, ça devient une monotonie. Et en fait, quand on vit comme ça, dans la monotonie de ce qu'on connaît, alors il n'y a plus d'égaiement, puisque tout se répète. Et nous vivons dans un monde aujourd'hui où tout le monde cherche cet égaiement, ce changement, cette graine qui va nous basculer dans une autre façon de voir les choses. Sauf que la société se répète. Tout ce que nous avons fait, nous avons mis en place, c'est quelque chose qui se répète perpétuellement de la même manière. Donc, nous sommes embrigadés là-dedans, pour la plupart d'entre nous, parce que c'est un conditionnement. Nous sommes conditionnés avec ce que le monde nous a donné d'être. Le monde nous dit comment il faut être. Donc, on est embrigadé là-dedans. Et c'est pour ça que je crois qu'il est nécessaire d'aller voir vraiment la racine de qui tu es. Pas ce que le passé t'a donné, mais la racine de ce que tu es. Parce qu'avec ça, tu vas pouvoir te construire. Quand on regarde l'histoire de la Réunion, l'esclavage, l'engagisme, la misère, il y a une partie du peuple qui avait les moyens, qui étaient ceux qui donnaient les ordres, et puis il y avait l'autre partie qui était aux ordres et qui n'avait parfois même pas d'identité humaine, mais qui devait obéir. Nous sommes les descendants de ces gens-là. Nous avons en nous leur souffrance, nous avons en nous tout ce qu'ils ont enduré. Est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui pourquoi beaucoup de Réunionnais continuent à porter, à baisser la tête, à marcher comme s'ils étaient eux-mêmes encore des esclaves? Il y a la misère qui est toujours là aussi. Est-ce que ça peut expliquer cette situation-là aujourd'hui? Ce passé? Oui, Gismir Aboudou, c'est une excellente question parce que là, il s'agit de partir sur des choses relativement simples qu'on peut observer tout à chacun, y compris ceux qui ne sont pas réunionnais.
On fait un constat relativement juste sur une sorte de combat, de guerre permanente dans l'intime du Réunionnais, notamment au niveau langagier. C'est-à-dire que il y a un combat permanent entre la langue créole réunionnaise et la langue française, qui est considérée comme dominante, puisque nous sommes dans une situation de diglossie, et c'est une situation insupportable, puisque le locuteur réunionnais se sent incapable de s'exprimer dans la langue du dominant. C'est comme ça que c'est vécu. Si on part de ce principe premier qui est le langage, se dire déjà la difficulté est grande. Et c'est ce qui explique que tant de gens parmi nous, y compris nous-mêmes, par certains côtés, nous nous exprimons pas souvent de façon juste. Les mots ne sonnent jamais justes. Les mots finissent par dire quelque chose qui finalement ébranle, parfois déprécie la personne qui nous fait face. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de sortir le mot et le ton juste, il y a de l'énervement, de l'agacement et parfois de l'insulte, souvent même de l'insulte. Il suffit de se mettre dans une cour de récréation pour voir comment nos jeunes s'interpellent, s'apostrophent, c'est atroce. Et puis, il suffit simplement de se mettre, se poster devant une caisse de supermarché pendant une dizaine de minutes. On attend une mère de famille avec un ou deux ou trois enfants. Il n'est pas rare d'entendre des propos orduriers, rien que pour interpeller l'enfant. C'est extraordinairement comment dire, brutal, c'est extrêmement violent. Tout ça, c'est une affaire de système de langage, ne serait-ce que quand on aborde le sujet. Et je reviens à ce que vient de dire Guy Roger sur le conditionnement. Oui. Nos ancêtres ont été conditionnés à accepter tout ce qu'on leur imposait, de baisser la tête, cette évolution-là a continué, s'est perpétuée, et malheureusement, aujourd'hui encore, on voit les conséquences. Oui, on ne peut pas se dire, on peut pas se définir, on peut pas s'appuyer sur une définition juste de ce que être réunionnais. On a des difficultés pour s'exprimer, dire ce que l'on ressent, et forcément, tout ça finit en boule de brutalité, de violence, pas seulement au niveau langagier, mais aussi au niveau comportemental. Ça nous vient évidemment de la plantation. Ça ne fait aucun pli. En revanche, sur le fait que alors, ce ne sont pas des survivants du passé. C'est là que je mettrai un petit bémol. Ce sont des réactualisations du passé. La relation avec nous-mêmes, dans l'en-soi, est une réplique de ce que nos ancêtres ont dû gérer. Alors, j'interromps Patrick Sagani pour dire, on a démontré à partir des années 70 la transmission intergénérationnelle. Tout à fait. Qu'il y avait dans l'ADN de l'émotion, donc de la souffrance. Et je pose la question d'abord à Guy Roger. Est-ce que la façon, d'un aspect philosophique, comment faut-il regarder cette émotion qui se transmet de génération en génération? S'il y a de l'émotion, il y a souffrance. Oui. Et si tu vis comme ça, tu vas t'apercevoir qu'il y a de la souffrance. Et malheureusement, la souffrance est banalisée. Parce que on accepte les choses que normalement on devrait dire stop. Tu vois. Donc on a pris l'habitude de continuer malgré tout avec tout ce qu'on a acquis. Ce que nous avons acquis, c'est le passé. On le répète. Parce que quelque part dans cette émotion, dans ce passé qu'on a acquis, on trouve un certain sens de sécurité. Il y a une certaine sécurité là-dedans. Parce que tu es quelqu'un, tu es renommé, on te reconnaît. Parce que tu es le fils d'un tel, il fait ça, ça et ça, et il a réussi à l'école et tout ça. Donc il y a quelque chose. Mais avec tout ça, il y a toutes les émotions aussi. Et en fait, tu es embarqué là-dedans et tu ne sais pas comment faire pour sortir de là. Et revenir sur ce que disait Patrick Sagani tout à l'heure, devant la caisse de la grande surface, une mère qui insulte son enfant. Juste pour lui dire, en gros, reste tranquille, juste un mot très simple. Est-ce que tu veux bien rester tranquille? Nous sommes dans un lieu public. Est-ce que tu veux bien rester tranquille? Est-ce que tu ne peux pas t'occuper d'une autre façon que ça? Les mots ne sortent pas. Les mots ne sortent pas, et parce que les mots ne sont pas justes, comme je le disais tout à l'heure, c'est la violence qui s'exprime. Et juste pour interpeller
juste pour interpeller, sont des mots injustes qui sortent, effectivement. Et d'où ma question, en fait, c'est que, encore une fois, le conditionnement et la répétition, la transmission. Oui. On répète, j'allais dire, des postures, on reproduit des schémas, parce que la dame qui insulte a forcément été un enfant qui a dû vivre la même chose. Voilà, c'est cette. Encore une fois, on voit que nous n'arrivons pas à nous guérir, à nous soigner de cette souffrance-là. On le répète. Alors, parce qu'on veut l'imposer. On veut l'imposer, justement. Cette souffrance, on l'impose. Parce que on se l'impose. On se l'impose aux uns et aux autres. On dit à mon enfant, fais ça, parce que maman, elle sera pas contente. OK? Et chantage affectif. Oui, parce que la maman, elle est conditionnée à voir que les choses, elles sont comme ça ou comme ça. Donc, elle croit que l'enfant doit réagir et agir selon ce qu'elle connaît. Oui, c'est logique. Oui, mais le problème, c'est que ce qu'elle connaît, c'est un conditionnement. Tout à fait. OK? Donc, elle ne sait pas qu'elle est en train de conditionner son enfant. C'est pour ça que de génération en génération, nous répétons toujours les mêmes histoires. Nos générations ressemblent à celles d'hier et celles d'hier vont ressembler à celles de demain. S'il n'y a pas un changement là, une prise de conscience de cette mère qui fait en sorte qu'elle essaye de contrôler l'enfant parce qu'elle veut contrôler selon sa dictate. Elle dit à l'enfant comment il doit être et il l'impose. Cet enfant sera conditionné. Mais si tu n'imposes pas, si tu prends l'enfant d'une autre manière et tu dis, moi, je ne sais rien, mais allons voir ensemble s'il y a quelque chose d'autre, comment se comporter face à une telle situation. Allons apprendre ensemble. C'est ce qui se passe le plus souvent à l'école, du moins les tentatives de l'école. J'insiste, l'école n'éduque pas, l'école instruit. Mais il s'avère qu'à l'école, cet enfant a un autre son de cloche. Et c'est un son de cloche coercitif lui aussi. Il est aussi coercitif que le son de cloche parental, mais il s'illustre différemment parce qu'il est sous le joug d'un savoir-être dans le cadre d'une citoyenneté à venir. Effectivement, il a deux sons de cloche, mais ce que je remarque, c'est qu'il connaît parfaitement bien le langage de l'apaisement lié à l'environnement de l'école, mais l'emprise parentale est plus fort que tout, puisque effectivement, le cordon ombilical, comme on peut le constater à La Réunion, n'est jamais coupé. Alors, effectivement, il y a moult difficultés pour couper cette chaîne. On va plutôt utiliser cette image, couper cette chaîne. Moi, j'observe que beaucoup d'hommes et de femmes de chez nous parviennent à couper cette chaîne en se mettant en ménage ou en s'alliant avec des gens d'une autre culture pour essayer effectivement d'enrayer cette marche mortifère. Est-ce qu'ils y parviennent ? Pas tout à fait. Je le remarque à chaque fois. Le naturel revient au galop à chaque fois que la coercition, le monde de coercition arrive. Et effectivement, on peut passer par toutes sortes de chemins. C'est difficile. Il y a pas, et là je pense que je serai d'accord, entièrement d'accord avec Guy sur ce chapitre-là. Il n'y a pas meilleur moyen que de travailler sur soi. Et là, c'est affaire évidemment de singularité, de personnalité. Si on a une personnalité suffisamment forte, et si on parvient finalement à se prendre en charge, et si on a cette force d'âme, comme toi, Guy, forcément, on y parvient. Mais combien parmi nous y arrivent ? C'est toute la question. Et comment peut-on dupliquer les bonnes expériences? Comment peut-on faire florès? Comment peut-on partager? C'est en parlant, comme ici, par exemple. Alors, c'est vrai que Patrice Agnani pose le doigt sur quelque chose de particulier. On a cette façon de faire où on reproduit toujours ce qui est moins bien, la souffrance. On reproduit la souffrance de manière tellement naturelle que parfois c'en est impressionnant. Pourquoi on n'arrive pas à mettre cette souffrance ou à l'effacer pour essayer de produire quelque chose ou de reproduire quelque chose de positif? Oui, dans le cas de la Réunion, dans notre cas, c'est notre île, c'est notre patrimoine, j'allais même dire génétique. Il y a quelque chose qui finalement enraye tout.
Et ça vient forcément de l'origine. Qu'est-ce que c'est que l'origine de notre monde d'aujourd'hui? C'est l'abolition de l'esclavage en 1848, 20 décembre pour être précis. Cette abolition a été ratée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réjouissance, il n'y a pas eu de moment salvateur à travers cette abolition de l'esclavage, contrairement à ce qui s'est passé aux Antilles, et notamment en Martinique. Et il se trouve que parce qu'il y a eu un acte fondamental raté, mais vraiment raté, la chose a perduré. Comment expliquer autrement le fait qu'à La Réunion, et ça c'est singulier à La Réunion, l'idée d'une île coloniale colonisatrice s'est implantée. Ça c'est le fait de Raphaël Barquisso, année 1910-1912. C'est lui qui fait profiler cette idée, pas lui seulement, mais ça commence avec sa petite thèse, sa théorie, selon laquelle La Réunion pouvait administrativement gérer Madagascar. Quand une île coloniale se met à être une île colonisatrice, en tout cas dans son fantasme, on comprend immédiatement quels sont les problèmes dès l'entame du peuplement moderne. C'est-à-dire, en gros, ou historique. Ça veut dire que, en réalité, nous sommes empêchés, enrayés. Et cette chose enrayée se répète à l'envi dans tout ce que nous faisons et dans toutes les strates de ce que nous connaissons et vivons. Et une chose qui tout le monde finit par comprendre, le Réunionnais, pendant combien de décennies, il a dénigré les Comoriens, les Malgaches. Oui. On cherche à reproduire le schéma du bourreau. Exactement. On veut devenir le bourreau. Exactement. C'est cette ambivalence que excuse-moi, Roger, Guy Roger, pardon. Cette chose que je n'ai pas retrouvée aux Antilles, elle existe profondément chez nous. Quand j'explique à nos cousins antillais que, effectivement, arrêtez d'abord de dire des choses bizarres sur nous et des âneries parfois, parce que vous ne savez pas d'où nous partons exactement. Les révoltes, il y en a eu, ratées, étouffées, parce que nous étions trop divers. L'abolition, ratée. Comment dire, l'emprise des colons, notamment dans le fait que, justement, tout est dans ce mot-là, colonie. L'acception du mot colonie n'a rien à voir avec ce que l'on a pu connaître dans les Antilles. Pourquoi? Parce que pour nous, pour notre histoire, colonie veut dire au sens grec du terme, c'est-à-dire c'est une duplication du pays de la mère patrie à... D'ailleurs, nous sommes une petite France. Il y a bien un lieu qui s'appelle Petite France à La Réunion. Le fait de représenter la France en Petite France nous a donné le sentiment qu'il y avait forcément une domination fantasmatique, mais pas seulement symbolique, qui a transparu dans notre façon d'essayer d'être malgré tout. Et jusqu'à aujourd'hui, on reproduit ce pathos ou cette façon d'être enrayé dès le départ dans la création d'un peuple. Voilà. Sans vouloir aller trop loin par rapport à ça, ceci explique assez bien pourquoi psychologiquement nous avons du mal à nous exprimer, puisque la diglossie s'origine dans ce type d'empêchement. La diglossie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça nous empêche de dire, moi je suis assez atterré de voir chez nos locuteurs les plus jeunes la difficulté de s'exprimer, que ce soit en créole réunionnais ou que ce soit en français. C'est le même résultat. Guy ? Pardon, Guy. Parce que, justement, il n'y a pas d'expression libre. L'expression, elle est celle qu'on a appris. Le passé nous a appris comment s'exprimer. La France est venue et nous a demandé d'être nos sujets. Donc, on est devenu le sujet de la France. Okay ? Donc, on s'exprime selon ce qu'on nous demande d'exprimer. Il y a une volonté collective qui dicte comment les choses devraient être. Et nous, chacun d'entre nous, les Réunionnais, on est assujettis à ça. Et on croit que on est important. Parce qu'on est la France, au-dessus de Madagascar, au-dessus de tous ces pays-là. Il y a un peu de ça. Dans l'océan Indien. Bien sûr, ouais. Mais nous voulons aller quelque part avec arrogance. Ok ? Encore une fois, on reproduit le même comportement. Exactement, des bourreaux. le comportement de nos parents, les parents français. Ouais. La France qui nous dicte comment on doit être. Hein, tu dois être un gentil petit mouton, bien gentil, et tu fais comme ça, et tu perpétues ça aussi partout. Parce que tout le monde doit être des petits moutons bien gentils.
Donc on va à Madagascar, on va là-bas, et on veut imposer quelque chose que nous avons appris. Dans la sphère familiale réunionnaise, dans tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Sauf qu'on ne dit pas c'est la France qui fait ça, mais c'est l'héritage de nos aïeux qui nous ont expliqué comment faire pour être le gentil petit mouton. Et là, moi je dis que si tu as compris ça, plutôt ça, parce que ce que la France fait, c'est parce que ça était là déjà. Nous sommes le résultat de la France. L'être humain est le résultat de la France. Parce que la France est devenue cela. Parce que nous avons permis à la France d'être comme ça. Nous nous sommes soumis à la France. Hein? Et justement, ça amène, ça amène cette question. Juste une petite parenthèse. Il y a une chose il y a un moment où la jeune génération va devoir prendre à bras-le-corps quelque chose qu'on nous a jamais appris à l'école. C'est le fait que, effectivement, l'histoire n'étant pas écrite par nous, même par nos propres historiens, parce que eux aussi sont empêchés de dire un certain nombre de choses. Il y a eu, bien avant 1848, un projet d'émancipation porté par ceux qu'on appelle aujourd'hui les Madagascariens. C'est-à-dire ces esclaves qui n'étaient pas des esclaves, qui se sont enfuis pour certains des marrons, pour d'autres non, et qui ont créé un monde à part dans les Hauts. Et c'était effectivement pour la plupart des Malgaches, mais pas seulement, qui avaient créé une langue bien à eux, une sorte de créole à partir du malgache, et qui avaient rêvé et mis en place un monde d'émancipation, pas seulement du joug esclavagiste, mais aussi du joug de Madagascar, qui connaissait très bien. Il connaissait le joug arabo-musulman depuis le 8e siècle. Donc ces gens-là avaient un projet d'émancipation avec un pays à créer de toutes pièces, avec les meilleurs sentiments du monde. Il y avait ça comme projet. Est venu se plaquer par-dessus le projet de la Deuxième République, la Seconde République française, mais nous avons perdu totalement le sens de la philosophie des Madagascariens, notamment à partir de l'émancipation. Et c'est peut-être cette chose-là, revisiter, retrouver, notamment par le biais de l'archéologie, c'est tout jeune. On va pouvoir peut-être à ce moment-là, non pas s'inventer, mais écrire une histoire qui se situe largement en amont et dont on pourra s'abreuver. C'est probablement ce qui nous manque le plus. Ah, c'est vrai que toutes ces histoires que tu dis là, ce sont des histoires qu'on a fabriquées parce qu'on était sous la pression. Non. Attends, tu parles des marrons. Non, les Madagascariens, non, c'est pas une histoire fabriquée. En revanche, ce qui est fabriqué de toutes pièces et qui est devenu mythologique, c'est ce qui est arrivé en 1848. Et même un petit peu avant, c'est-à-dire par rapport aux révoltes. Par exemple, les révoltes, on le sait depuis peu, certes, mais les révoltes non seulement ont été très dures, très dur, bien plus dur que ce que on nous raconte, mais surtout, ça a porté ses fruits. En revanche, l'histoire admise et dite à l'école, racontée à l'école, ne dit absolument rien de tout ça. Nous avons eu des vainqueurs, bien sûr étouffés dans l'œuf, mais nous avons eu des vainqueurs. Tout ça, ça n'est pas dit. Ça fait partie de l'histoire à redécouvrir avec les jeunes générations. Il y a une part mythologique, mais les Madagascariens ne rêvaient pas, ils ont fait. Pendant 150 ans, je le précise, ça a duré 150 ans. Tant et si bien en 1848, quand ils sont redescendus des montagnes, certains d'entre eux, la majorité d'entre eux, n'avaient jamais connu le régime esclavagiste. Ils n'avaient jamais été esclaves. Certains sont descendus des montagnes, jeunes, moins jeunes, et ne connaissaient nullement la plantation. Voilà. Alors, je vous propose, parce que là, on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti, je vous propose qu'on poursuive cet échange dans la prochaine émission, parce que la discussion arrive sur un point intéressant, c'est-à-dire que on a là le moyen de faire un pont entre l'histoire des esclaves et de voir qu'il y a des individus qui ont choisi d'être libres, d'être
indépendant. Anchin et compagnie. Voilà. Oui. On va utiliser ça, voir pourquoi cette partie-là, on l'a pas en nous, pourquoi on nous l'a pas raconté. D'accord? Tout d'accord. Merci à vous. Merci Guy Roger. Merci Guy, Patrick Merci. Singani. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir de nouveau Guy Roger, bonsoir. Bonsoir. Et Patrick Singani, bonsoir. Bonsoir à tous les deux. On s'était arrêté sur, en fait, je parlais d'un pont. Pourquoi? Parce que on a souvent, dans notre histoire, on a souvent abordé toujours sous le même angle, la souffrance. On est esclave. On doit obéir au maître. On a porté toujours cette souffrance. Mais la question, dans ce que vous avez dit, entre autres hier, c'est qu'il y a eu des révoltes, il y a eu des batailles, il y a eu des choses où nos ancêtres ont été des hommes debout, ont affronté. Et ça, pourquoi on ne nous raconte pas? Oui, je te laisse la parole, Guy. Pourquoi on ne nous raconte pas? Parce que c'est pas glorieux. C'est pas glorieux pour qui? Parce qu'on ne veut pas montrer au monde que nous avons réussi avec la force, avec l'arrogance, parce que ce n'est que de l'arrogance. Parce que je veux quelque chose. Et il n'y a pas d'humilité là-dedans. Donc, ça a été imposé au monde, ok, comme quelque chose de merveilleux, ok. On a raconté une histoire qui plaît. Ce sont des combattants, ce sont des machins, de ceci, de cela. Et maintenant, nous sommes toujours dans pareil. Nous n'avons pas changé. Le peuple n'a pas changé. Malgré tous ces combats, toujours il y a l'esclavage, au fond, tu sais, dans nos familles, dans nos cercles. Oui, mais restreints. je reviens sur cette chose-là. Et encore une fois, comme je dis, on avait besoin d'entendre que on était debout, on ne baissait pas la tête, qu'on se battait, qu'on se révoltait, qu'on partait dans les hauts à 3, à 4, en couple, et qu'on essayait de faire une vie. Ça, on nous l'a pas répété assez. Même pas dit du tout. Même pas du tout. Par exemple, une chose qui me vient immédiatement à l'esprit, la façon de se battre au tout début de l'esclavage, ça a été quand même l'avortement. Les femmes victimes de viol ou qui ne voulaient pas porter tel enfant, soit parce que ça venait du colon, soit parce que ça venait du mauvais compagnon, n'hésitez pas à procéder à l'avortement et ne voulez pas mettre un enfant issu du mal sur terre. Il y a ça. Plus tard, après 1848, au moment où nous avons eu la migration indienne, en 2 décennies, 200 000 Indiens provenant du sud de l'Inde, du Tamil Nadu, la plupart du temps, beaucoup d'entre eux se sont suicidés pour refuser ce qui leur arrivait et ce qui leur était imposé. Ça aussi, ça n'est pas dit. La pratique du suicide, la pratique de l'avortement, le refus pur et simple du système se faisait de façon extrêmement violente et catégorique. Donc ça aussi, c'est une chose à considérer, je pense. Et puis, il y a, je crois quand même, puisqu'il y a des gens qui nous regardent et qui ont suffisamment de mémoire par rapport au récit de leur père, leur grand-père, leur grand-mère, leur mère même, il me semble, je le sais, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, nous étions dans la misère noire. Depuis 1942, l'embargo anglais, et il y a eu, pour moi, le surgissement de ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que moi j'appelle aujourd'hui, le bien vivre ensemble réunionnais, qui est la résultante d'une intraculturalité, c'est-à-dire que les gens, face à la maladie, la mort,
le dénuement. Il y a des gens qui ont passé une bonne partie de la guerre nus. Et pour eux qui étaient chrétiens, c'était terrible. Eh bien, les gens se sont mis à oublier les différences de croyances, les différences de toute nature, pour justement se soigner les uns les autres, pour se sustenter les uns les autres. Et ça, c'est le sel de ce que nous sommes aujourd'hui. Il n'y a pas que le trauma, il y a aussi ce que Descartes appellerait la résilience. Il y a une profonde résilience. D'ailleurs, le président actuel, lors d'un de ses premiers voyages, avait dit, de façon un peu sibylline, en regardant un petit peu la foule, en disant, oui, je vous admire parce que vous êtes des résilients. Il n'a pas dit ça des Antillais. Mais en revanche, il nous l'a dit à nous. Ça correspond assez bien à notre histoire d'après-guerre. Donc, si nous pouvions prendre en considération, au cœur de cette discussion, qu'il y a eu effectivement du trauma, mais il y a aussi de la résilience. Oui, mais pourquoi, et je me tourne vers Guy, pourquoi l'individu préfère toujours en revenir à ses souffrances plutôt que de mettre en avant sa résilience, sa force à se battre, à vouloir vivre, plutôt que de toujours subir? De toute façon, on a tous ce côté en nous qui subissons. À travers la vie de tous les jours, à travers tout ce qui nous arrive, à travers tous les événements, tout à fait, Guy. On subit. On passe notre temps à subir. Bah oui, et surtout dans un tel contexte. Ne pas oublier que sapiens, c'est sapiens, sagesse, et puis sapiens, démence. Il y a les deux. C'est pas pour rien que beaucoup croient en Dieu et aussi au diable. Certains disent même que les deux se sont entendus pour créer l'homme. Donc, en chaque individu, il y a à la fois cette appétence pour la sagesse, et puis il y a cette cette suavité qui accompagne cette impression de glisser vers le mal avec une forme de délectation. Est-ce que c'est pas ça qui crée peut-être la souffrance qu'on connaît? Oui, c'est cette ligne. C'est ce flux tendu entre ces deux pôles qui crée... Alors oui, et chez les plus sages d'entre nous, la façon de pouvoir finalement les mettre en regard et d'en être particulièrement, conscient, c'est-à-dire on est conscient d'être à la fois et ceci et cela, c'est ce qui nous donne la possibilité d'avoir tout le temps la tête un petit peu hors de l'eau et d'avoir cette espèce de rituel que l'on se doit à soi-même, qui est de garder les choses en perspective et de regarder les choses en perspective. C'est-à-dire, surtout quand ça va mal. Quand ça va mal, se dire, voilà, ça, au moins reconnaître ça va mal. Combien de gens parmi nous que nous connaissons qui ne reconnaissent pas qui vont mal? Ouais, ça commence déjà par là, reconnaître. C'est ça, c'est ce que je disais, c'est que nous souffrons tous de dualité, en fait. En soi, il y a l'égoïsme et la bonté. Ça vient d'un seul endroit. C'est la même source. La source, c'est moi. Et quand j'exprime ce que j'aimerais faire pour plaire, alors je ne suis plus moi. Je ne suis plus vrai. Je suis quelque chose qui est démonté. Je me suis cassé en deux pour essayer de montrer seulement ce qui plaît. Là, il y a une souffrance. Si on parle de toute cette souffrance dans notre histoire, c'est parce qu'on a eu cette impression qu'il y a quelque chose là-bas qui est bon et quelque chose là qui est bien, qui est pas bon. Quelque chose là-bas qui est bon et ici pas bon. Donc, on a comparé. Avec cette comparaison, on a créé des idées. Et l'idée qu'on a de quelque chose de bien et quelque chose de mal sont en divergence, les deux. Parce que ça marche comme ça. Tu vois, le bien-être combat le mal-être et le mal-être vient à aspirer le bien-être. C'est un combat constant. Et nous avons tous cette posture en nous pour comprendre ça. Sauf que nous sommes conditionnés à croire que les choses devraient être comme ça, comme ça, comme ça. Donc, nous gardons cette confortable assise de savoir qu'il y a quelque chose dans lequel je me sens agréable et dans quelque chose où je me sens pas bien. Et donc, je ne veux pas vivre ce qui est désagréable. Ça veut dire que je ne connais pas c'est quoi ça. Ça veut dire que je ne connais pas c'est quoi souffrir. Ça veut dire que je ne sais pas qui je suis. Parce que si tu restes avec ce qu'il y a, qui se passe là,
tu te connais, tu te découvres. Et cette découverte, c'est quelque chose qui est inédit dans toute l'histoire que nous avons posée ici. Parce que ça peut nous trancher tout ce qu'on connaît. Ça peut transcender. C'est ce qui amène au paradoxe. Parce que l'être humain va choisir toujours l'émotion la plus positive et la plus agréable. C'est ça. Et va toujours essayer de refuser le plus longtemps possible à affronter ce qui a de moins bien et finalement d'aller vers lui. Le fameuse phrase de Socrate, il veut pas essayer de se connaître. Connais-toi toi-même. Oui. Et ça montre bien, et d'ailleurs, dans la discussion que nous avons commencé dans cette émission, on a plus mis en avant le côté négatif et on n'est pas allé sur des postures très positives. Parce que nous, dans notre façon de nous exprimer, on va toujours, c'est plus facile pour nous de dire voilà ce qui ne va pas, plutôt que de dire voilà ce qui va. En fait, je pense, si on reprend la façon dont on a commencé l'émission hier, reprenons l'exemple de cette femme, cette mère de 2 enfants, qui est à la caisse, etc. Imaginons un instant que, pendant qu'elle est en train de rudoyer ses enfants, quelqu'un sort des rangs, vient la voir, quelqu'un qui n'est pas réunionnais, je le précise, et qui vient la voir et qui lui dit « Madame, il se passe quelque chose, est-ce qu'on peut vous aider ?» Tout d'un coup, cette femme qui était dans l'hystérie la plus complète se met à avoir un sourire, s'affadit, écoute la personne, parce que la personne est dépositaire d'une puissance dominante, et finalement se met à dire, à s'excuser, « Ah, excusez-moi, j'ai commis un esclandre, je vais peut-être parler un peu mieux, je m'excuse, va parler peut-être avec un peu plus de douceur à cet enfant qu'elle était en train de rudoyer 3 secondes avant. » Et voilà que la personne fait preuve de douceur, alors qu'au départ, la première des choses, c'était la violence. Nous revenons en fait à ce pourquoi nous faisons cette émission. Comment enrayer cette violence première ? Ce n'est pas vraiment donner une valeur morale, notre propos. Le sens de notre propos, c'est pas donner une valeur morale à tout ça, mais c'est d'essayer de voir dans quelle mesure le poids du passé, et nous l'avons déjà traité, nous enjoint à avoir ce type de comportement et comment, finalement, à un moment donné, comment s'en sortir. Pas de façon définitive, mais comment en faire un travail, voire même une ascèse pour certains, pour justement amener un mieux-être, d'abord pour soi, ensuite pour les autres. Nous y sommes. La question est, l'individu ne sait pas. C'est la première chose plutôt, que nous savons. Il n'est pas conscient. Puisque dans l'exemple que je viens de donner, elle est quand même consciente. Quand, au moment où l'autre arrive et lui dit « Qu'est-ce qui se passe, madame ?» Parce que j'ai vu cette scène. donc, la personne sait. Elle sait. Mais elle n'est pas consciente au moment où elle est en dehors de ses gonds. À quel moment on va conscientiser que cette posture vient d'une souffrance ou d'une violence intérieure ? L'être, il va se dire, mais pourquoi j'ai eu cette posture-là ? Pourquoi j'ai eu cette envie de crier après un enfant ? Est-ce que nous nous posons la question au moment où on laisse la violence, la souffrance sortir ? Est-ce qu'on se pose la question, mais pourquoi on a cette posture-là ? A posteriori, la personne se pose la question. A posteriori, la personne se dit « Ah, vraiment, je suis allé beaucoup trop loin. » A posteriori, la personne se dit « Mais comment m'en défaire ?» A posteriori, la personne se dit, à un moment donné, je suis prisonnier ou prisonnière, en l'occurrence, d'une façon d'être qui m'a été communiquée, dont j'ai hérité, et de génération en génération. Je vais peut-être aller faire un tour du côté du temple à côté, ou je vais peut-être aller du côté de l'église, ou je vais peut-être faire une prière ce soir pour essayer de faire amende honorable. Je ne sais pas, mais il y a un travail à faire à ce niveau-là qui est fait peut-être dans l'intime, et donc elle ne dira pas un mot à la personne qui a subi le courroux, mais il n'empêche que je suis persuadé que quelque part, il y a quand même un travail, mais qu'il vient a posteriori. Guy Roger, ce que je viens de dire, c'est que quand on essaye de voir ça sur un plan très large, est-ce qu'on peut, j'allais dire, comparer
la souffrance a un bien-être, au bien-être qu'on peut ressentir. Parce que la souffrance, malheureusement, amène au bien-être de cet individu, puisque cette souffrance est en elle. Sauf que, Gismi, tu vois, la souffrance, quand quelqu'un souffre, c'est pour lui quelque chose qu'il ne peut pas éviter. Il aimerait bien éviter, mais il est dedans. C'est quelque chose qui arrive comme ça. C'est comme, c'est pas quelque chose que tu peux éviter. Ça t'arrive. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on ne veut pas que ça nous arrive. Donc, on le renie. On renie qu'on est comme ça. C'est une reniance totale. Dans le moment où tu fais ça, tu renies que tu es mesquin, que tu es ceci et cela. Ah oui, c'est ça que tu veux dire, oui. 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 On ne veut pas reconnaître finalement l'état d'esprit dans lequel on est. Voilà, Ouais. la spontanéité dans laquelle on est, oui. C'est-à-dire cette compulsion, Oui. ok, qui est quelque chose qui arrive que tu peux pas régler. Sauf que si tu t'aperçois que cette compulsivité, tout ce que tu fais, tout ce que les actions que nous engageons dans le monde, après, tu regardes qu'est-ce que tu récoltes, parce que tu as semé, tu récoltes. Et tu récoltes des choses que tu ne veux pas voir. Et c'est à ce moment-là que tu peux voir ce que tu étais, tu vois, toute cette souffrance, tout ce que tu as fait, eh bien, il y a quelque chose, un problème avec ça. C'est peut-être là la prise de conscience de ce que tu es, parce que on s'est aperçu que ce qu'on fait a un impact sur le reste de la planète. Chacun d'entre nous a cet impact. On a tous une influence sur quelqu'un dans ce monde. Et tout est relié. Sur le monde, oui. Oui. Le monde entier. alentour, oui. Voilà. Oui. Un atome qui est Ouais. à 100 000 km d'ici, il a aussi son Sa influence sur résonance, l'atome. oui, bien Voilà. sûr. Oui. Et donc, on est tous happés par cette condition d'être. Mais cette condition d'être, elle nous donne justement la lumière si tu passes à travers et si tu acceptes de passer à travers avec elle. Tout à fait. Parce que sans cette souffrance, sans se réaliser, sans prendre conscience de ce que c'est en train de se passer là, ça veut dire qu'on continue la vie comme d'habitude. C'est comme ça. Et puis on ne veut pas connaître qu'est-ce qu'il y a d'autre. On continue pareil, sans même réfléchir. Mais le fait que tu vives et que tu souffres et que tu as tout ça devant toi, il faudrait peut-être se poser la question, comment ces choses sont là? Qui a fait ça, si ce n'est toi-même? Donc, nous sommes tous coupables de ce qui se passe dans le monde. Parce que nous ne voulons pas voir, parce que nous refusons de voir l'action qui est faite. Si on se limite à notre monde réunionnais, moi j'aurais tendance à penser presque immédiatement aux amérantes. Les amérantes, c'est extrêmement important dans notre monde réunionnais, c'est ces âmes qui n'ont pas au départ, hein, ce sont des âmes qui n'ont pas de sépulture et qui n'ont pas eu de reconnaissance, qui sont parties et qui errent. Il y a un dialogue permanent, chez le Réunionnais, il y a un dialogue permanent avec les ancêtres, un dialogue permanent. Ça se fait pas comme en Nouvelle-Calédonie, ça se fait pas comme à Madagascar, quoique, mais il y a un dialogue permanent. Ça aussi, c'est pas très bien reconnu par nous, et il faudrait à un moment donné que nous tâchions de réhabiliter cela. C'est-à-dire que si nous perdions définitivement le lien avec nos âmes errantes, il y aurait effectivement continuation de souffrance, mais surtout une souffrance encore plus indicible, encore plus rémanente, encore plus catastrophique. Qu'est-ce que tu entends par âme errante? Justement, l'âme errante, c'est une âme errante. D'accord. C'est-à-dire, Tu es mort et puis tu erres. C'est ça? non. Ça, c'est... voilà, ça, c'est... Non. Et c'est là le hiatus. Faire sûr qu'on comprend. Ah ben, le hiatus, c'est tu es mort. Non, tu n'es pas mort. D'accord. Voilà, tu n'es pas mort. Alors, Oui. par contre, on va prendre une émission particulière pour parler de ça, Ouais. parce que ça va être vraiment quelque chose de particulier. Oui. Il nous reste 2 minutes, Oui. et je voudrais qu'on arrive sur quelque chose. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de ce qu'on vient de dire là, c'est qu'il y a ce qu'on appelle cette
capacité ou incapacité à accepter ce que l'on est, accepter cette souffrance qui est en nous. Et dans ce que vous avez dit, moi, ce que je retiens, c'est que l'individu, les réunionnais, pour la plupart, essaye de ne pas regarder en lui. Parce que ce qu'il y a en lui, il n'a pas envie de le voir. Tout à fait. Il n'a pas envie de se dire, moi, je suis descendant d'esclaves. Moi, je suis descendant d'engagés. Moi, j'ai vécu dans la misère. Moi, j'ai connu la souffrance. Je suis peut-être l'enfant descendant d'un bâtard. Ah, c'est pas peut-être, sûrement, oui. Donc, il y a tellement d'images négatives qu'on dit négatives aujourd'hui. La première chose pour moi que le Réunionnais doit faire, c'est de regarder et d'accepter. D'accepter, oui, bien sûr, oui. Et ça, c'est peut-être la chose la plus difficile à faire, parce que tout le monde autour de toi te dit comment tu dois être. Ouais. Donc, tu n'acceptes pas si tu regardes en toi, et ce n'est pas comme le monde aimerait voir. Donc, tu voudrais faire en sorte que les gens puissent t'aimer. Et une chose, j'ai 59 ans cette année. À l'école primaire, je me sentais obligé de dire aux autres, je suis un bâtard, j'ai pas de père. Oui, selon la nomenclature de l'époque, oui. Selon ce que les gens qui définissaient notre société, on est fils d'un couple, ou alors on est fils d'une femme et on n'a pas de papa. Et ça remonte à 50 ans. D'accord? Donc, c'est pas si loin que ça. Non. Donc, cette souffrance que nous avons continué à fabriquer, à nous conditionner, on a mis aujourd'hui encore, on ne prend pas conscience de ça. Non. Oui, mais si tu prends conscience de ça, Jismi, ça veut dire que ce que tu vis, en fait, la souffrance que tu vis, quand tu prends conscience que c'est un mensonge. Oui, mais face à la société qui passe son temps à mettre catégoriser, toujours, à catégoriser, à dire que celui-là est bien, celle-là n'est pas bien, celle-là est bien, celui-là n'est pas. Je veux dire, on doit aussi apprendre à affronter, et je reviens à ce mot, à briser les chaînes que la société nous impose. C'est ça. Donc, tu te sens imposé, tu te sens soumis à une volonté collective qui te demande d'être de telle et telle manière. Mais toi, si tu as vu ça, que ça, c'est pas ce que tu es vraiment. C'est quelque chose que tu subis. Alors, c'est là où est la question. À ce moment-là, tu peux te voir. Ça veut dire la connaissance de soi. Tu apprends que tout ça, c'est une histoire. Oui, mais c'est comme l'histoire de Kala. Il y a ce qui est vrai et il y a le fantasme qu'on en a fait. Oui, il n'y a pas que le fantasme. Il y a surtout le fait que nous sommes des êtres humains. Un être humain, sapiens par définition, ne vit pas seul. Il est obligé de vivre avec les autres et il doit s'entendre avec les autres et inversement. Et s'il n'y a pas de reconnaissance de l'altérité, s'il n'y a pas de reconnaissance de la différence, il y a difficulté, il y a rejet, effectivement. Et ça, c'est une chose purement humaine. Mais si en plus on y ajoute une structuration supplémentaire que la société aura sécrétée, oui, en fonction de la couleur de la peau, en fonction de l'ethnie, en fonction de la religion, et si en plus la chose vient de l'Inde. Là, nous savons que le système de caste est extrêmement prégnant, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, même si c'est sorti de leur constitution depuis 1947. Il n'empêche que c'est toujours validé. Oui, tout à fait. Donc, si en plus la chose, elle est encore plus prégnante du fait pas seulement des rituels et de la religion, mais si en plus, elle est là présentement en nous, mais ça en fait encore plus pour celui qui a le supporté. Voilà. Je m'excuse, on a déjà dépassé le temps. On reviendra dessus la prochaine fois. Mais je crois qu'on a avancé au moins là-dessus. C'est de se rendre compte que la première chose qu'on doit faire, c'est de se regarder, d'accepter ce qu'on est et de prendre conscience que la seule personne qui peut nous aider, c'est nous-mêmes. C'est ça. Tout à C'est fait. soi-même. C'est exactement, on peut dire ça, oui. Merci Patrick Singani, merci Guy Rocher. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.